Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Sud Radio sans réserve pour apporter tous les sujets abordés, tous les sujets graves qui traversent l'actualité de notre pays. On va en parler avec tous nos invités. Au programme aujourd'hui, les premiers jours du procès Paty. Qui sont les accusés? Que leur reproche-t-on? Comment ont-ils réagi? On reviendra sur l'émotion mais aussi l'attention qui a marqué ces premiers jours avec notre invité Stéphane Simon qui connaît intimement malheureusement l'histoire de ce drame de Samuel Paty. On va revenir aussi évidemment sur les annonces, vous l'entendiez dans le journal de Baptiste Berthelin, des deux ministres de l'Intérieur et de la Justice. Un parquet national pour lutter contre le narcotrafic. Comment réagissent les policiers? On sera avec l'un d'eux à partir de 12h30. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est concret? C'est ce qu'il nous dira. On va revenir également sur un autre drame qui s'est joué hier. C'était aux Pays-Bas. Des scènes de lynchage dans la rue à la suite d'un match de football. Des supporters israéliens pourchassés, tabassés. On leur reprochait le sort des civils palestiniens. Est-ce qu'il faut craindre la même chose à Saint-Denis où se tiendra jeudi prochain le match France-Israël? En tout cas, un député a une idée choc pour y remédier, même un brin provocatrice évidemment. Délocaliser selon lui le match France-Israël en Corse. Pourquoi faire? C'est ce qu'il nous dira vers 12h40. Et puis on reviendra sur un autre drame. C'était le drame de la rue d'Aubagne. Le mal logement qui est en procès lui aussi. Ça se passe à Marseille en ce moment. Pourquoi des immeubles marseillais, plus souvent marseillais qu'ailleurs d'ailleurs, s'effondrent tout seuls? Comment vivent les propriétaires? Que pensent les victimes des années après le drame? C'est ce que nous dira leur avocate. Bienvenue dans Sud Radio sans réserve. On se retrouve dans un instant. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous sur Sud Radio. Il est 12h12 précisément. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Sud Radio sans réserve pour revenir sur les sujets graves qui traversent notre pays. Et nous allons commencer par aborder ce procès. Entre la tension et l'émotion, c'est le procès Paty. C'est difficile de l'appeler comme ça puisque c'est le procès d'un homme qui a été assassiné. Malheureusement, tout le monde l'appelle comme ça. Qui sont les 8 accusés? On va en parler tout de suite avec notre premier invité. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Et on accueille tout de suite une voix familière sur Sud Radio. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bon, on vous présente plus, mais on va recommencer quand même. Allez, journaliste, producteur, animateur de L'Affaire dans l'Affaire. On vous retrouve tous les samedis à midi sur Sud Radio. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Les derniers jours de Samuel Paty. C'est publié chez Plomb. Vous racontez dans ce livre l'engrenage qui conduit à l'assassinat de Samuel Paty par ce terroriste islamiste. En ce moment se tient le procès Paty. C'est vulgairement dit, mais on ne peut pas l'appeler autrement. Le procès de 8 accusés adultes précisément. D'abord, qui sont ces 8 accusés? Alors, il y a beaucoup de monde au tribunal de Paris. Il y a d'abord les copains de l'assassin, Abdullah Kanzorov, je rappelle son nom. C'est lui qui a tué Samuel Paty, qui l'a égorgé, mais qui va être évidemment par la police assassiné, neutralisé. Bon, il se trouve que parmi ces 2 copains, il y en a un qui est un copain un peu secret, qui s'appelle Naïm Boudaoud. Je dis un peu secret parce que l'assassin ne veut pas assumer cette relation auprès de sa famille. Il faut savoir que dans la famille Anzorov, la famille de l'assassin de Samuel Paty, je rappelle, c'est une famille tchétchène qui déteste les Arabes. Donc ce Français d'origine maghrébine qui a la double nationalité franco-algérienne, c'est le copain que cache Abdullah Kanzorov, et Abdullah Kanzorov aura besoin de lui pour pour être accompagné devant l'école du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, et c'est lui qui le déposera. Mais la veille aussi, il a fait une expédition avec un autre copain. Ils sont allés voir Azim Psirkanov, et ce Psirkanov, c'est celui qui va essayer auprès de son cousin de trouver une arme à feu pour faire des misères à Samuel Paty. Simplement. Absolument. Pour équiper l'assassin en puissance. Alors, il faut savoir que ce garçon-là, c'est un copain de la famille Anzorov. Les 2 familles, Psirkanov et la famille Anzorov, se connaissent depuis des années. Ils sont arrivés en même temps à Évreux. Ils ont grandi ensemble. Ils sont allés à l'école ensemble. Ils sont allés à la salle de sport ensemble. Mais au moment du drame, en octobre 2020, ce dernier n'habite plus à Évreux, mais il habite à Rouen. Voilà. Alors, ça, c'est les proches de l'assassin. C'est ceux qui sont d'abord mis en cause comme complices dans cette affaire de terrorisme. Et il y a
autrement des personnes qui sont jugées pour être dans une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et on en arrive à cette personne qui sera au centre du procès. Évidemment, c'est lui qui avait lancé au début la fronde et ensuite le déferlement. Ouais. Il s'appelle Brahim Chnina. C'est le père de la collégienne qui a tout déclenché. C'est le père de la collégienne qui a tout déclenché. Je rappelle que cette collégienne va dire que Samuel Paty leur a demandé de lever le doigt comme élève musulman et puis de sortir s'il ne voulait pas voir les caricatures du prophète, mais de Charlie Hebdo. Mais en vérité, c'est pas exactement ce qui s'est passé puisqu'elle n'était pas là. Bah oui, elle n'était pas là. Et son père, la collégienne a menti. Elle a menti à son père qui ne va jamais croire une autre version que celle de sa fille et qui va mettre le feu véritablement à l'établissement puisqu'il va se présenter le mercredi 8 octobre avec un prétendu chef des imams de France qui est en fait un fichier S bien connu des services de renseignement qui s'appelle Abdelhakim Sefrioui. Et ce faux chef des imams de France avec Brahim Chnina, eh bien, ils vont agiter la sphère digitale, Facebook en particulier, et demander la tête de Samuel Paty, la tête au sens non pas de la décapitation, mais au sens figuré. Ils vont demander que le professeur soit sanctionné. Ils vont le traiter de voyou. Ils vont le traiter d'islamophobe. Et évidemment, ça va aller jusqu'aux oreilles lointaines, certes, puisque c'est à quelques dizaines de kilomètres de là, de l'assassin. En puissance à l'époque. Alors parlons de ce Brahim Chnina, le père donc de la collégienne qui a tout déclenché par son mensonge. Brahim Chnina a présenté un début de regret cette semaine au procès Paty. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que ces regrets sont convaincants? Pas tellement, non, pour vous dire vrai, parce que d'abord, il faut pas oublier que ce monsieur s'est déjà présenté comme une victime et non pas comme étant quelqu'un qui a... Victime de quoi? Victime de cette islamophobie soi-disant d'ambiance qui existerait en France. Abdelhakim Sefrioui a fait exactement la même chose en expliquant que la France c'est d'abord un État islamophobe et donc il faut bien essayer de défendre la Oumma. Et ensuite, ces excuses sont arrivées évidemment beaucoup trop tôt. On commence pas par s'excuser, on commence par raconter ce qui s'est passé, par examiner les faits. Vouloir tout de suite s'excuser, c'est déjà fuir un peu l'examen des responsabilités de ce monsieur. Une manière de commencer le procès en disant désolé, effectivement, ça paraît un brin léger. Il peut dire que les parties civiles n'ont pas été très convaincus par la sincérité de ses regrets. Pas du tout. Alors ça, c'est certain. Les parties civiles entendent d'abord bien rappeler une chose, c'est que Samuel Paty n'est pas mort d'avoir montré des caricatures du prophète. C'est pas ça. Il est mort parce qu'il a été éliminé en quelque sorte par une espèce de fatwa qui est arrivée jusqu'aux oreilles d'un assassin et qui était un apprenti, un candidat au djihad et qui est allé par conviction islamiste tuer Samuel Paty. Samuel Paty n'est pas, faut pas transformer Samuel Paty en chevalier blanc de la laïcité. C'est pas du tout ça. C'est pas la réalité exacte. C'est un professeur comme les autres qui a le courage de faire ses cours comme certains autres, pas tous. On sait aujourd'hui qu'il y a un professeur sur deux qui hésite à faire. On va y revenir. Mais si vous voulez, Samuel Paty, il est surtout mort d'avoir été et la sœur de Samuel Paty le rappellera, je le pense, cet après-midi. Eh bien, il est mort d'abord d'avoir été victime d'une campagne de diffamation, d'avoir été victime d'un mensonge d'une jeune fille qui a été soutenue mordicus par son père et d'avoir été ensuite relayé cette campagne de diffamation sur les réseaux sociaux et armé finalement la main de l'assassin. Alors, il est mort surtout pour avoir fait son travail. En gros, c'était un cours. Alors, moi, à mon époque, on appelait ça ECJS, éducation civique, juridique et sociale. Ça a changé de dénomination, mais c'est de l'éducation civique, dans lequel il abordait précisément civique et morale, absolument. La liberté d'expression et la liberté d'expression précisément. Il a fait son travail. Ça a servi de prétexte avec une collégienne avec laquelle il était manifestement en conflit larvé pour dire il a montré des caricatures du prophète. Alors je me permets de vous corriger, il n'est pas en conflit larvé avec cette collégienne, c'est plutôt la direction de l'établissement, la principale, qui elle trouve que cette collégienne se comporte mal. Je rappelle qu'elle a 12 inscriptions sur son carnet de correspondance qu'elle ne
montre pas, puisqu'elle arrache les pages, l'enquête l'a montré, pour que ses parents ne sachent pas tout ce qu'elle fait à l'école. C'est une très mauvaise élève qui est très agitée, qui ne refuse en cette période de Covid de porter le masque, qui à la cantine jette de la nourriture sur les autres. Enfin, vous voyez, un élément perturbateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que son père la croit, elle, voilà, comme son parole d'évangile, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots précisément, et il va donc s'en prendre à l'institution. On a été victime de racisme et d'islamophobie en quelque sorte. Exactement. Et le père va dire que si sa fille va être exclue de l'établissement quelques jours, ce n'est non pas pour ses problèmes de comportement, mais c'est parce qu'elle est victime de l'islamophobie d'un cours d'un professeur d'histoire-géographie qui s'appelle Samuel Paty, qui est un voyou, et demander par là même l'exclusion de ce professeur. Parlons maintenant des parties civiles. La famille de Samuel Paty, est-ce que toute la famille est présente à ce procès et qu'est-ce qu'elle attend de ce procès? Alors d'abord, permettrait de révéler quelques indiscrétions à nos auditeurs. On attendait que Jean Paty, le père de Samuel Paty, soit là. C'est un homme qui est très affaibli au moment où l'affaire de son fils éclate. En tout cas. Non, eh bien, il ne sera pas là. Malheureusement, il est souffrant et il ne sera pas à la barre. Il y aura en revanche Michael Paty et Gaël Paty, son autre sœur, les deux sœurs. On sait que Michael Paty entend rappeler à la barre quelques principes très importants dont j'évoquais quelques on va dire détails tout à l'heure. Elle va rappeler qu'elle est tiraillée entre l'envie de ne pas cacher le mal que ces islamistes ont fait à sa famille et l'envie de ne pas leur offrir non plus sa douleur. Elle va donc essayer de se tenir droite, digne. Elle va rappeler que ce procès n'est pas un procès ordinaire parce qu'il se place dans un contexte qui a commencé avec les tueries de Mohamed Merah, la mort de Dominique Bernard plus tard à Arras et tant d'autres agressions islamistes dont l'actualité nous égrène le déplorable spectacle assez régulièrement. Elle va rappeler aussi que les prévenus se drapent dans une prétendue islamophobie d'État qui est un prétexte pour s'excuser de comportements abjects. Et puis elle va rappeler aussi que Samuel Paty n'a pas été assassiné pour avoir montré des caricatures, c'est ce que je disais, mais elle a été assassinée par un islamiste radicalisé en mal de djihad sur la base de propos mensongers tenus par une adolescente sans aucune morale. Voilà ce qu'elle va dire avec beaucoup de conviction. En tout cas, il a suffi à cet assassin qu'une cabale soit déclenchée sur les réseaux sociaux pour qu'il décide de s'armer et vienne décapiter un enseignant après l'avoir tué. C'est ça l'engrenage. C'est ça l'engrenage. Je voudrais rappeler que ce matin a eu lieu au tribunal, à la barre du tribunal de Paris, eh bien, on a parlé de l'autopsie du cadavre de Samuel Paty. C'était évidemment extrêmement glaçant. On sait qu'il y a eu un nombre incalculable de coups de couteau portés contre lui. Il n'a pas été que décapité. Voilà. Et puis, si vous voulez, ce matin, on est rentré dans les détails, mais il faut savoir que on s'interroge encore pour savoir si Samuel Paty n'a pas été, tenez-vous bien, décapité encore vivant. Et bon, c'est épouvantable. De toute façon, c'est absolument épouvantable. Venons-en maintenant à ce qu'il y a autour de cet acte-là, qui est un acte extrême, terroriste, un assassinat terroriste. Il y a le problème de la laïcité à l'école. Il y a le problème du séparatisme à l'intérieur même de l'école. Hier, on l'a appris par nos collègues de BFM Paris, une enseignante a été giflée par une élève qui refusait de porter alors ce que disait BFM, une abaya, et donc elle a été giflée, ensuite l'élève a été suspendue, la professeure a activé sa protection fonctionnelle et elle a porté plainte. Nous, on peut confirmer via le cabinet du ministère de l'Éducation nationale, la ministre de l'Éducation nationale, que cette agression a eu lieu, que c'était pas le port d'une abaya mais d'une autre tenue qui ne respecte pas, je cite le ministère, les valeurs de la République. C'est une information Sud Radio. On le rappelle, et vous le rappeliez peu avant, Stéphane, il y a un professeur sur deux qui par moment avoue s'être auto-censuré peur de ne froisser des oreilles trop extrêmes. Mais vous voyez, vous rappelez que l'actualité s'invite encore à nouveau avec ce type d'agression islamiste à l'intérieur, d'immixtion de l'islam politique à l'intérieur des écoles. Et il y a encore trop souvent de professeurs qui sont agressés. On se souvient aussi de ce qui était arrivé au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement. Régulièrement, très régulièrement, ce genre de problèmes ont encore lieu. C'est pour ça que ce procès est très très important finalement. C'est parce qu'il doit montrer enfin une forme d'exemplarité. Sinon, eh bien, ce sera un fait divers parmi tant d'autres et c'est surtout ce qu'il ne faut pas qu'il devienne. Et alors, quand je disais ce qui s'est passé hier à Montreuil, première leçon manifestement retenue après les meurtres de Samuel Paty et de Dominique Bernard, c'est que la protection fonctionnelle a été activée pour la professeure qui a été giflée à Montreuil, c'est-à-dire que le ministère fournit notamment un avocat et une défense
juridique et une protection juridique aux preuves. C'était pas le cas, ça n'allait pas le cas avant, ça n'allait pas de soi avant. Il était seul dans ces derniers jours. C'est ce que vous racontez sur Samuel Paty dans votre livre. C'est un homme très abandonné par sa hiérarchie, abandonné même par beaucoup de ses collègues. Il n'y en a que quelques-uns qui seront un tant soit peu solidaires de l'épreuve que traverse Samuel Paty. Et puis, totalement aussi abandonné par le ministère de l'Intérieur qui ne surveillera pas le collège du Bois d'Aulne et qui ne surveillera pas, ne mettra pas à disposition et ne protégera pas Samuel Paty. Donc ça, de ce point de vue, vous avez raison de dire qu'il y a aujourd'hui une protection fonctionnelle qui est plus facile à activer qu'avant. Il faudrait aussi que simplement il y ait une prise de conscience des professeurs, du personnel pédagogique et que systématiquement quand un élève porte la main contre un professeur, surtout pour ces questions-là, eh bien tout le corps enseignant fasse bloc autour du professeur agressé. Ce qui n'était pas le cas pour Samuel Paty, puisque certains de ses collègues, non pas tous, mais certains, lui avaient reproché d'avoir été trop loin dans ce cours, alors même qu'ils avaient donc cru le mensonge de la collégienne qui elle-même n'était pas là au cours, effectivement. En tout cas, c'est un engrenage terrifiant qu'on peut retrouver dans votre livre, je le rappelle, Les derniers jours de Samuel Paty. C'est poignant en plus, c'est la solitude d'un homme qui est condamné parce qu'on sait déjà qu'il est déjà condamné. Il le savait lui-même qu'il allait être condamné, c'est ça qui est terrible. Et c'était ça qui est absolument épouvantable. C'est publié aux éditions Plomb. Merci beaucoup Stéphane Simon. Merci à vous. Allez, on vous retrouve demain. Avec plaisir. Pour votre émission sur Sud Radio cette fois-ci. L'affaire dans l'affaire. On reviendra sur une histoire un petit peu plus légère pour une fois. L'évasion de Carlos Ghosn. Oui, une incroyable évasion qui a eu lieu il y a tout juste 5 ans et dont on va vous raconter les coulisses. Et puis on va vous raconter aussi toutes les questions que se posent derrière le fait divers, entre guillemets, les questions qui se posent. Est-ce que finalement, par exemple, les Japonais étaient inspirés de reprocher des choses à Carlos Ghosn? Qu'est-ce qu'il est devenu, Carlos Ghosn? On parle de tout ça demain. On en parle. Comment il a quitté le Japon dans une valise alors même qu'il était poursuivi par la justice nippone. Merci beaucoup Stéphane Simon. Allez, restez avec nous. Sud Radio sans réserve. Nous revenons dans quelques instants. C'est l'information de la journée, les annonces du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. Création notamment d'un parquet spécial pour lutter contre le narcotrafic. Est-ce que les policiers sont convaincus par ces annonces? C'est ce que l'un d'eux nous dira dans un instant. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Il est 12h30 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Sud Radio sans réserve. On va revenir sur les agressions antisémites qui ont eu lieu contre des supporters israéliens hier aux Pays-Bas. On en parlera dans quelques minutes avec un député qui a une drôle d'idée pour assurer la sécurité de France-Israël qui aura lieu jeudi prochain. Délocaliser le match en Corse, on en parlera avec lui. Mais tout de suite, revenons aux annonces de deux ministres, la Justice et l'Intérieur. C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Un parquet national dédié à la lutte contre le narcotrafic, des effectifs renforcés et assouplir l'excuse de minorité pour les trafiquants, protéger les repentis. Voilà en l'espèce les premières annonces du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et du ministre de la Justice Didier Migaud. Bonjour Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci de m'avoir invité. Vous êtes secrétaire pour le syndicat Unité Police pour la zone sud, notamment celle qui regroupe au moins Marseille, mais également Nîmes, corrigez-moi si je me trompe, ou encore, pourquoi pas, Grenoble. En tout cas, autant de villes particulièrement gangrénées par ce narcotrafic. D'abord, on va revenir sur ce thème technique, parce que tout le monde écoute ces annonces. Un parquet national dédié à la lutte contre le narcotrafic, ça nous a l'air très bien, mais nous, simples citoyens, nous ne savons pas ce que ça changera pour vous. À quoi ça va servir aux policiers ? Alors j'ai envie de dire que l'annonce est très, très intéressante, bien évidemment. C'est très important d'avoir finalement un parquet dédié, spécialisé dans ce domaine-là. Espérons qu'on s'en donnera les moyens, espérons qu'on donnera assez de magistrats pour occuper ce poste-là. Mais nous, ce qu'on réclame surtout, ce sont des enquêteurs de police, parce que qu'est-ce qui va faire, entre guillemets, vivre, si on peut prendre cette expression, le parquet? Eh bien, ce sont les enquêteurs. Et on manque cruellement aujourd'hui d'enquêteurs pour amener à bien toutes nos missions, parce que c'est un véritable fléau. Le ministre de l'Intérieur l'a souligné. C'est Marseille qui est gangréné, mais Marseille qui gangrène également tout le reste de la France, finalement. Donc oui, ce parquet spécialisé pour travailler à l'international, pour pouvoir prendre les gros dossiers, mais espérons surtout qu'on ne sera pas abandonné sur les dossiers au quotidien, et ils sont nombreux en matière de stupéfiants, très nombreux sur le territoire. Alors, quand Bruno Retailleau nous parle d'augmentation des effectifs, je suppose quand même que ça concerne les effectifs d'enquêteurs policiers notamment. Espérons-le, oui, bien sûr. Alors espérons-le. Pardon, Bruno Bartocchetti. Je vous sens un petit peu sceptique. Vous êtes sur Sud Radio, alors parlons vrai. Est-ce que vous êtes convaincu par ces annonces ou vous avez l'impression que c'est de la com ?
Non, je suis convaincu par les annonces, mais il faut avoir les moyens de pouvoir aller dans le sens des annonces. C'est-à-dire ? Je m'explique. Le ministre de l'Intérieur, on le sent motivé, convaincu, parce qu'on a fait remonter régulièrement, vous savez, tous les problèmes qu'on rencontre. Maintenant, le ministre de la Justice s'est exprimé, c'était important. Nous, ce que nous attendons, c'est que le gouvernement aille dans le sens du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, Marseille, s'exprime à la population et s'exprime à l'endroit des policiers. Mais est-ce qu'il est entendu à la table des ministres tous les mercredis est-ce qu'il va être entendu lorsqu'il va dire maintenant j'ai besoin des moyens pour mener à bien ma mission. C'est ça qui est le plus important. Et ça c'est surtout ceux qui écoutent qui doivent nous répondre, parce que lui, le ministre de l'Intérieur, il est rempli visiblement de bonne volonté. Je ne peux pas en douter. Mais vous savez, il faut former aussi les enquêteurs. On a sacrifié, je le dis clairement, puisqu'on doit parler vrai, on a sacrifier la filière investigation, ce qu'on appelle le judiciaire dans nos rangs. Il faut vite, très rapidement donner les moyens aux enquêteurs de travailler. Oui, mais c'est important ce que vous dites malgré tout, parce qu'on a souvent le sentiment, et c'est ce que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio nous disent régulièrement au 0826 300 300, que la parole politique est démonétisée parce qu'elle n'est pas toujours suivie des faits. Ça veut dire que pour vous-même, Bruno Bartocchetti, quand 2 ministres, et non des moindres, annoncent une augmentation des effectifs, mais vous craignez quand même que ça ne soit pas suivi des faits parce qu'on n'aura pas les moyens financiers pour les mettre en place. C'est la crainte à avoir, et c'est pour cette raison qu'on a été très attentif aux annonces du ministre de l'Intérieur, et on lui rappellera régulièrement comment évolue justement la filière judiciaire dans nos rangs. Ensuite, il a abordé beaucoup de thèmes. C'est là où ça devient un sujet politique, quand on veut aujourd'hui vraiment donner un coup de frein. Alors arrêtez du jour au lendemain le fléau des trafics de stupéfiants, ce serait très prétentieux de parler ainsi, et il a fait preuve d'humilité parce qu'il a expliqué que ça prendrait des années. Mais lorsqu'on veut freiner justement ce fléau-là, eh bien il va falloir travailler sur du long terme, il va falloir travailler sur le blanchiment d'argent, il va falloir travailler sur le statut des repentis, mais c'est des choses qu'on a demandé depuis très longtemps à Unité Police. Voilà, je prends un exemple, vous voulez faire tomber un trafiquant qui ne peut pas justifier une certaine provenance d'argent. Eh bien, il doit se justifier. S'il ne peut pas, il doit être sanctionné. Alors, ça paraît simple, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué dans les faits, puisque voilà, il faut démontrer qu'un commerce blanchit. Et un autre pas. Mais c'est là où on doit avoir les moyens pour travailler, pour justement leur faire mal, c'est au portefeuille. Effectivement, continuer à leur faire mal au portefeuille. Est-ce que l'accord qui est apparent, en tout cas, entre le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur sont une première bonne nouvelle? Pardon, Bruno Bartocchetti, vous êtes chez Unité, mais je me souviens de vos collègues du syndicat Alliance qui expliquaient il y a quelques années devant le Palais Bourbon, le problème de la police, c'est la justice. C'est plus un problème? Eux, ils se sont exprimés ici, c'est très réducteur. Le problème de la justice, c'est le manque de moyens. Le problème de la police, c'est le manque de moyens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand on voit, c'est un symbole fort, on voit le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur s'exprimer, ça va dans un sens qu'on a envie d'entendre. Vous savez, les enquêteurs qui sont en permanence en contact avec des procs, des substituts du procureur, des juges, la plupart vous diront, mais vous avez beaucoup de magistrats qui ont envie de sanctionner, mais qui n'en ont pas les moyens, qui ne peuvent pas sanctionner, en tout cas d'une manière sérieuse. Et le sérieux, ça passe par une sanction immédiate quand on a affaire à un délinquant. Donc, quand on dit le problème de la police, c'est la justice, c'est un peu réducteur. Ça veut dire nous, on fait notre travail, pas la justice. La justice, elle n'a pas assez de moyens, en tout cas, pour appliquer l'ambition de sa volonté. Alors, un mot aussi sur une annonce qui est très importante sur le plan judiciaire dans la lutte contre le narcotrafic. C'est l'assouplissement de l'excuse de minorité. Concrètement, ça signifie quoi pour le policier que vous êtes si c'est suivi des faits ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on a un mineur qui se retranche derrière sa minorité, qui est convoqué en justice un an après, qui a un rappel à la loi, eh bien, ce n'est pas ni lui rendre service, et certainement pas, en tout cas, à la victime et à la population. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un mineur délinquant doit être sanctionné peut-être d'une courte peine, mais immédiatement. Et si ça ne doit pas être une peine de prison, parce qu'un gamin de 15 ans, finalement, on en fait une bombe humaine, quand il ressort de prison, il y a des centres d'éducation fermés qui doivent être mis à notre disposition dans notre société pour à un moment donné tenter, alors peut-être les éduquer, certains c'est déjà perdu, mais au moins leur rappeler certaines
Israël, certains fonctionnements dans notre société, et leur faire comprendre que c'est nous qui décidons et c'est pas lui. Eh bien, on sera amené à en reparler, pourquoi pas avec vous. Merci Bruno Bartocchetti. Je rappelle que vous êtes secrétaire du syndicat Unité Police pour toute la zone sud de notre pays. Il est 12h38. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Une autre mission à haut risque qui se présente pour les forces de police et de gendarmerie françaises, c'est jeudi prochain. Le match France-Israël qui doit avoir lieu au Stade de France. Un match à haut risque dans le contexte de l'explosion des actes antisémites, notamment en France, mais pas que en France. Tenez, écoutez ce qui s'est passé hier. C'était aux Pays-Bas, un match entre l'Ajax d'Amsterdam et un club israélien. Des supporters israéliens ont été coursés, agressés, parfois lynchés, dans des scènes d'un chaos absolument indescriptible. Vous entendez des insultes et dans ce bus, vous avez un supporter israélien qui est prostré par terre sous les coups, lynché en quelque sorte par des jeunes qui crient Free Palestine, c'est pour les enfants, libérer la Palestine. En d'autres termes, on leur reproche le sort des civils gazaouis, tout simplement. On en parle avec le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Rassemblement national de Lyon et porte-parole national d'ailleurs du parti. Vous avez eu une proposition assez insolite, il faut bien le dire, délocaliser le match France-Israël de jeudi prochain en Corse. Je dois préciser à nos auditeurs que cette idée, vous l'avez eue hier, c'est-à-dire avant ce qui s'est passé aux Pays-Bas cette nuit. J'imagine que ce qui s'est passé doit renforcer votre détermination. Oui, cette proposition est malheureusement et tristement de plus en plus pertinente compte tenu de l'actualité. Il y a déjà eu ce tifo, cette banderole des supporters du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, faisant l'apologie du Hamas. Ils s'en défendent, mais on y reviendra. Non, mais c'est la réalité, niant l'existence de l'État d'Israël avec l'exhibition d'un djihadiste. Donc vous avez déjà cet élément-là. Et puis l'insoutenable agression massive de dizaines de supporters israéliens qui ont été pourchassés, qui ont été ciblés, identifiés. On a demandé à des supporters leur passeport pour savoir s'ils étaient israéliens. On a demandé, on a ciblé des juifs. C'est véritablement effroyable ce qui s'est passé hier à Amsterdam. Je rappelle que c'est une capitale européenne, des Pays-Bas en l'occurrence. Vous avez des hordes islamisées donc qui ont lynché, qui ont agressé, qui ont pourchassé des individus parce qu'ils étaient juifs, des supporters. Ce climat de violence et de haine antisémite, effectivement, pose question et doit nous faire craindre, compte tenu du contexte français, que des débordements sérieux soient organisés en marge du match France-Israël. D'où ma proposition, pour des raisons de sécurité, que ce match soit délocalisé en Corse. Alors, vous nous expliquerez dans un instant pourquoi cette idée, un brin provocatrice et qu'il y a peu de chances d'aboutir. Pourquoi la Corse? Vous allez nous le dire dans un instant. Avant, je dois préciser que à la fois le gouvernement néerlandais et le gouvernement israélien ont dénoncé, dans ce qui s'est passé aux Pays-Bas, des actes antisémites inacceptables. Le gouvernement israélien a dépêché 2 avions, notamment pour rapatrier ses ressortissants. Il y a eu plusieurs blessés, plusieurs dizaines aussi d'interpellations. Maintenant, pourquoi la Corse? Julien Audoul, vous dites parce qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Corse. Sous-entendu, il y en a partout dans tout le reste du pays? Alors déjà, si vous me permettez, ça ne suffit plus de dénoncer. En fait, on en a ras-le-bol de voir les mêmes dirigeants, qu'ils soient néerlandais ou français, déplorer les causes qu'ils ont eux-mêmes nourries, eux-mêmes entretenues. Voilà. L'antisémitisme explose compte tenu de l'implantation de l'islamisme, aussi de relais nauséabonds de messages d'extrême gauche, notamment la France insoumise chez nous, qui a fait de la haine du juif son carburant électoral depuis plusieurs années maintenant. Je précise que la France insoumise s'en défend évidemment et qu'on en a parlé à plusieurs reprises à Sud Radio. C'est une réalité malheureusement. Je rappelle qu'il y a 2 pétitions qui ont été lancées et relayées par les députés de la France Insoumise, que Rima Hassan quotidiennement... Ces pétitions demandaient l'annulation du match France-Israël. Et pas seulement, et le boycott de l'équipe israélienne, et l'interdiction de participer donc à toutes les compétitions internationales pour l'équipe israélienne, qui, je rappelle, est l'équipe d'une démocratie. Alors pourquoi la Corse? Effectivement, en Corse, on le constate, la sécurité est assurée, et surtout, il n'y a pas d'acte antisémite.
antisémite, tout simplement. Alors c'est lié à l'histoire de Lille, qui évidemment a une histoire singulière, puisque aucun de nos compatriotes de confession juive n'ont été livrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous n'avez pas de banderole pro-Hamas, vous n'avez pas d'appel à l'intifada dans les rues de Bastia ou d'Ajaccio, ça n'existe pas. Donc les Juifs sont en sécurité. Et c'est évidemment une donnée importante. Je rappelle que le match va avoir lieu en Seine-Saint-Denis, au Stade de France. On sait ce qui s'est passé il y a plus de 2 ans avec la finale de la Ligue des Champions, les débordements, les violences insupportables, qui n'étaient pas le qui avait visé des supporters anglais. Oui, voilà, exactement. Enfin, selon M. Darmanin. Et très clairement, on voit bien que l'extrême gauche cherche par tous les moyens à polluer ce match, à pourrir, à inciter aux violences, à la stigmatisation. Bon, après, il y a un monde, Julien Odoul, si je peux me permettre, il y a quand même un monde entre appeler à l'annulation d'un match, par exemple, et soutenir des agressions antisémites violentes qui auraient pu d'ailleurs déclencher la mort. Vous dites qu'il n'y a pas de... c'est important. Je vous reprends, il n'y a pas un monde, en fait, puisque c'est la même idéologie et c'est les mêmes conséquences. Quand vous appelez au boycott d'une équipe, quand vous stigmatisez une équipe, quand vous parlez de génocide matin, midi et soir, quand vous qualifiez l'État d'Israël de monstrueux, de nazi, de fasciste, effectivement vous mettez une cible dans le dos de tous nos compatriotes de confession juive. On le voit que l'importation du conflit contre le Hamas a des conséquences dramatiques dans notre pays, dans l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023, et tout cela est entretenu sciemment par la France Insoumise pour des raisons électoralistes. Revenons maintenant sur ce que vous avez dit. Alors une précision, vous disiez il n'y a pas d'insécurité en Corse pour le coup. Des débordements violents en marge de matchs en Corse, c'est arrivé assez régulièrement, notamment des bus de supporters ou de joueurs qui ont été caillassés par d'autres supporters sur place, et parfois même des supporters qui se faisaient traiter, je cite, de Français de merde. C'est arrivé il y a 1, 2 ans ou 3 ans et à plusieurs reprises. Ça, c'est un autre débat. Cela étant dit, c'est un autre débat, effectivement. Oui, mais c'est important de le rappeler aussi, l'insécurité est un peu partout. Revenons maintenant sur ce qui va se passer jeudi prochain, Julien Odoul, si je peux me permettre. Votre proposition ne sera pas suivie des faits, le match ne sera pas délocalisé en Corse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la sécurité des supporters israéliens dans ces cas-là ? Si le match n'est pas délocalisé, effectivement, donc c'est-à-dire si le ministre de l'Intérieur, comme il le prétend, se dit capable d'assurer à la fois la sécurité, la tranquillité publique des supporters, des joueurs et de tous nos compatriotes de confession juive, dont acte. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas au Parc des Princes. Là, au Parc des Princes, en fait, c'était un match entre le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid. Oui. Là, nous allons avoir un match avec l'équipe nationale d'Israël. Donc vous imaginez les messages de haine qui vont pouvoir être diffusés, vous imaginez les banderoles, le nombre de drapeaux palestiniens, les slogans antisémites, et ensuite peut-être, nous pouvons le craindre compte tenu des événements d'Amsterdam, des violences, des agressions, des attaques délibérées, soit contre les supporters israéliens, soit contre nos compatriotes de confession juive qui viendraient au stade. Donc moi j'attends plus que des messages rassurants de M. Retailleau, on attend véritablement un plan de sécurité et surtout un plan de lutte contre l'antisémitisme, contre l'extrême gauche qui avive cet antisémitisme, contre l'islamisme qui est l'un des carburants également. J'ai demandé à M. Retailleau notamment de dissoudre l'association islamiste Urgence Palestine. Elle n'est toujours pas interdite, cette association, alors que pourtant elle prône l'apologie du terrorisme, elle est pro-Hamas, elle incite à la violence. Pourquoi M. Retailleau, encore une fois, ne sort pas de ce verbiage et ne passe-t-il pas aux actes? C'est ça la question. Eh ben on en reparlera. En tout cas, pourquoi pas d'ailleurs avec ceux qui sont incriminés et qui se défendent parfois aussi de ces accusations. Merci Julien Odoul. Merci à vous. Député Rassemblement National du département de Lyon et porte-parole du parti. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Sud Radio, sans réserve, direction, ou retour plutôt, à Marseille. On va parler d'un autre procès. Un procès assez dramatique d'ailleurs, c'est celui du mal logement. Quelques années après le drame de la rue d'Aubagne, ces immeubles qui s'étaient effondrés. On va en parler avec l'avocat des familles des victimes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. Il est 12h51.
une. Tout de suite, direction Marseille. Le procès d'une ville, en quelque sorte, ou de sa face la plus friable. C'était il y a 6 ans, rue d'Aubagne. 2 immeubles, le 63 rue d'Aubagne et le 65 rue d'Aubagne, s'écroulaient. 2 Marseillais seront blessés, 8 décéderont dans ce drame. Le procès de la rue d'Aubagne, c'est en ce moment et c'est en quelque sorte le procès du mal logement. On en parle avec notre invité, maître Brice Grasini. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de plusieurs familles de victimes de ces effondrements de la rue d'Aubagne. D'abord, j'aimerais revenir sur le terme que j'employais. Est-ce que pour vous, parler du procès du mal logement à Marseille, c'est le terme le plus adéquat ? En tout cas, c'est ce que les parties civiles ont essayé d'ajouter à ce procès. Parce que les infractions qui avaient été retenues par le juge d'instruction au départ, n'avaient pas trait au mal logement. C'était plus sur un mauvais système qui permettait de sauvegarder, d'entretenir des immeubles. Et nous avons souhaité, quand je dis nous, c'est les parties civiles, nous avons souhaité ajouter cet aspect-là au procès. Effectivement, alors c'est un procès retentissant, 400 personnes qui assistent dans cette salle à un procès hors norme du côté de Marseille. Pourquoi est-il tant attendu ? Parce qu'il y a encore beaucoup d'immeubles qui sont fragiles dans le centre-ville marseillais ? Ça, c'est indéniable. Ça a été le constat qui a été fait de toute manière à la suite des effondrements du 65 et du 63 rue d'Aubagne le 5 novembre 2018. Il y a eu une prise de conscience, en tout cas, de l'état de vétusté de certains immeubles dans le centre-ville de Marseille notamment. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact national dans la mesure où toutes les grandes villes ont pris conscience de ça. Et oui, on peut se dire sans aucune difficulté qu'il reste des immeubles dans des situations un peu précaires. Alors c'est arrivé par la suite à Lille, en plein centre-ville, c'est arrivé aussi dans le centre-ville de Toulouse. Concrètement, ils étaient dans quel état précisément, le 63 et le 65 de la rue d'Aubagne, lorsque vos clients, ou plutôt les proches de vos clients, malheureusement dans le cas de ceux qui sont décédés, vivaient ? Dans quel état ils étaient ? Ils étaient proches de la rupture et il a fallu très très peu de choses comme un souffle pour qu'ils s'effondrent. Ça veut dire qu'il y avait des failles concrètement ? Il y avait des grosses fissures sur les murs porteurs. Les habitants le savaient ou pas à l'époque ? Si vous voulez, quand on est rassuré par les pouvoirs publics, quand il y a des experts qui passent et qu'on vous dit tout va bien, vous pouvez réintégrer. Faut se rappeler que quelques jours avant, le 18 octobre, il y a eu une évacuation avec l'intervention par la suite d'experts, d'institutionnels, de représentants de la mairie qui sont venus en disant non, mais tout va bien, vous pouvez réintégrer. Évidemment, vous faites confiance à qui ? Vous faites confiance aux sachants, vous faites confiance à ces gens-là, donc vous réintégrez sans difficulté. Mais oui, il y avait des fissures partout, quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés chez eux. Il y a notamment une victime qui avait déposé son enfant à l'école, elle est revenue chez elle, l'immeuble s'est effondré, elle y est décédée. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès, très concrètement ? Comme on peut attendre lorsqu'on est partie civile d'un procès de cette ampleur, de cette envergure, c'est des choses très classiques. C'est évidemment de comprendre ce qu'il s'est passé, qui a commis des fautes, que ces fautes soient constatées par le tribunal et que les responsables soient condamnés à la hauteur de la gravité de leur responsabilité. Raison pour laquelle les représentants de l'équipe municipale de l'époque sont présents aussi à ce procès. Marseille a changé de maire, il y a eu une alternance politique. Entre-temps, à l'époque, c'était Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville de Marseille. Est-ce que la mairie de Marseille a, de votre point de vue, pris conscience du problème du logement insalubre dans la ville ? Pris conscience, ça c'est certain. De toute manière, lorsqu'on voit aujourd'hui la façon et l'attention qui est portée sur l'insalubrité par la nouvelle municipalité, oui, on peut dire qu'il y a eu une prise de conscience. La ville de Marseille aujourd'hui d'ailleurs tente de se constituer partie civile au procès, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est aussi pour ça, c'est peut-être une constitution de partie civile très politique, mais bon, on verra un petit peu ce qu'il en sera. Mais c'est certain en tout cas que la politique en cette matière-là a vraiment eu une ampleur bien différente de ce qui se passait auparavant. Et parce que c'était un drame qui
risquerait encore de se produire. On y reviendra. Merci beaucoup, Brice Grazzini. Je rappelle que vous êtes l'avocat de plusieurs familles de victimes de ces deux effondrements, de deux immeubles sur la rue d'Aubagne il y a 6 ans. Il est 12h56 sur Sud Radio. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants, juste après les informations. Deuxième heure de Sud Radio sans réveil. On va revenir évidemment sur l'événement de la semaine, l'élection triomphale de Donald Trump. Cette élection que les sondages n'avaient pas vu venir aux États-Unis. Cette élection qui porte de lourdes leçons à tirer pour la politique française. Quelles leçons nos politiques doivent retirer du triomphe de Donald Trump aux États-Unis? C'est ce qu'on va voir avec nos invités juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 14h sur Sud Radio sans réserve. Sud Radio sans réserve pour revenir sur les leçons à retenir de l'élection triomphale de Donald Trump. Celle-là même que les sondages n'avaient pas vu venir, que les observateurs n'avaient pas toujours vu venir. Un triomphe qu'il l'a vu pour la première fois depuis près de 20 ans, en tout cas plus de 15 ans, remporté pour un républicain le suffrage populaire, en plus de l'élection par les grands électeurs. Comment Donald Trump a-t-il pu surfer sur cette vague rouge et quelles leçons peut-on tirer sur la scène politique française? On va en parler tout de suite avec nos deux invités. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. On accueille Jean-Christophe Gallien. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes politologue, conseiller en communication. Vous avez suivi toute la nuit, cette semaine, mercredi, l'élection de Donald Trump. Vous nous raconterez comment vous l'avez vécu. À quel moment vous avez été surpris? Nous sommes également avec Guy Hervier. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, également chargé de cours à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Vous tenez un blog, Un jour en Amérique, et vous êtes aussi l'auteur de ce livre. Et si Napoléon s'était exilé en Amérique? C'est publié chez l'Harmattan. Une histoire très sérieuse d'ailleurs, ça aurait pu arriver. Effectivement, il y avait quelques Américains d'origine française, notamment en Louisiane, qui souhaitaient le voir arriver en exil. Qu'est-ce qui s'est passé mercredi? D'abord, même question à tous les deux, de manière assez lapidaire. À partir de quel moment vous avez été surpris par les résultats qui tombaient? Jean-Christophe Gallien. Très rapidement, à partir du moment où on avait des évaluations de sortie des bureaux de vote, émanant des deux organisations, des deux partis politiques, la dynamique était impressionnante, à la fois en répartition entre les deux partis, donc avec quelque chose qui était beaucoup plus puissant côté rouge. Une vague rouge. Et puis alors pour le coup encore plus dans l'aspect plus qualitatif qu'on peut faire en sortie des urnes, c'était finalement là où la performance se réalisait, à la fois en termes de géographie, en termes de sociodémographie, en termes de caractère ethnique ou racial, en termes de tout ce qui était finalement. Je traduis. Ce qui était auparavant une élection très binaire. Donald Trump était performant sur une catégorie de population. Là, en fait, en réalité, la performance de Trump et des Républicains s'était diffusée sur l'ensemble de la société américaine et toutes ses géographies. Il n'y a pas que les blancs, concrètement, c'est ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on parle comme ça. Il n'y a pas que les blancs qui ont voté Trump. Et ça m'a tout de suite, si vous voulez, marqué, et beaucoup plus, même si on le verra après, le travail qui avait été préparé et organisé et délivré depuis la primaire républicaine et bien avant. Et ensuite, donc c'est à ce moment-là, immédiatement, et là, quelque part, si vous voulez, quand vous faites des élections, ce qui est mon cas, vous voyez très vite, si vous voulez, le résultat final, ça c'est certain, qui arrive. Avec Guy Hervier qui est avec nous, à partir de quel moment vous avez été surpris? Vous l'avez compris très vite ce qui était en train de se passer? Alors très vite, parce que en plus on mélange toujours ce qu'on espère et ce qu'on va voir venir. En fait, il se trouve que moi j'étais dans l'avion et je revenais des États-Unis, donc j'ai eu la possibilité de le regarder pendant tout le vol. Donc j'avais pas beaucoup de choix. J'ai regardé sur NBC News et en même temps je regardais le baromètre du New York Times qui donnait les chances de succès de Donald Trump. Et j'ai pris, alors je pense que c'était à peu près 2-3 heures après le départ, vers peut-être 8 heures du soir, et on était déjà à 66% de chance. Et régulièrement ça montait de manière tout à fait continue. Il n'y a pas eu de retour en arrière. Et quand on écoutait en gros alors évidemment les gens de la télévision, ils font un peu vivre le suspense parce que c'est toujours mieux. Donc ils montraient les comtés où finalement Kamala Harris faisait un peu mieux, etc. Mais on sentait bien que c'était plié. Et assez rapidement c'était fini. Alors justement, on va en venir à ce premier aspect. D'abord, on en a beaucoup parlé. Dans certains États, Kamala Harris était donnée par certains sondages en tête de 3%. Elle s'est retrouvée 14 points derrière. Comment il y a pu y avoir
un fiasco pareil venant de certains instituts de sondage aux États-Unis? Tiens, Jean-Christophe Gallien. Pour le suivre depuis le début, alors le sondage, il y a aux États-Unis comme ailleurs dans ce genre, quand on a les moyens de faire campagne, il y a des sondages qui sont des actes de campagne propulsés par les organisations qui font campagne, et puis il y a des sondages qui sont entre guillemets respectés, respectables, dont on fait une moyenne en général, notamment aux États-Unis, et qui effectivement, tout au long de la campagne, et notamment à partir du moment où Kamala Harris a été intronisée comme candidate du Parti démocrate, montrait un avantage systématique. En gros, la messe était dite, si vous voulez. En gros, c'était très clair. Qu'est-ce qui se passe en réalité sur les sondages aujourd'hui aux États-Unis? Mais c'est un peu partout pareil dans le monde tel qu'il est proposé, à peu près notre ressemblance. L'élection est trop complexe, les comportements des électeurs sont trop complexes aujourd'hui, il n'y a pas de machine suffisamment élaborée, compétente, corrigée, ainsi de suite, pour anticiper, si vous voulez, ou élaborer une solution d'étude dans cet ensemble aussi vaste et aussi varié que ce que constitue chacun des États américains, mais ça pourrait être le cas en France et en Europe en général. Alors, il y a eu des surprises en France, par exemple, je peux le rappeler, récemment, le second tour des élections législatives, on ne s'attendait pas à ce que le Rassemblement national se retrouve 3e, sauf que c'était des projections, c'était pas des sondages. Exactement, donc on a quelque chose qui aujourd'hui, et en particulier aux États-Unis, dans ce contexte-là, extrêmement complexifié et beaucoup moins binaire que ce qu'on veut croire. C'est difficile d'aller chercher les comportements des électeurs, si vous voulez, réellement. C'est-à-dire que entre la communication, la confiance qu'on fait à un institut de sondage qui vous interroge en ligne, au téléphone, de manière différente. Aujourd'hui, la seule manière de faire une météo électorale, si vous voulez, c'est de croiser des données. Alors je le dis avec ce qu'on fait nous, en l'occurrence, c'est croiser des données suffisamment massives, mais suffisamment vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois là, à l'instant, et reliées à un parcours historique de comportement sur, par exemple, le monde social, pour pouvoir se dire, et à ce moment-là avoir quelque chose qui décrit une capacité, ce qu'ont les partis en grande partie. Et on l'a vu notamment chez les démocrates, où très vite, très rapidement, pour le coup, on était en face de ces images, à Philadelphie notamment, au QG de Kamala Harris, je veux dire, le départ s'est fait très rapidement. Il n'a pas fallu attendre que le chef de cabinet, le directeur de la campagne, celui de Kamala Harris, dise en gros c'est fini, on va continuer à se battre et ainsi de suite. Ça s'est fait bien avant. Donc il y a cette seule capacité aujourd'hui, mais c'est très élaboré, très cher, très lourd. Les données sont très fortes. En France et en Europe, on est très limité sur l'exploitation des données. Très limité, parce qu'évidemment on est protégé, heureusement, pour une bonne partie. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins le cas, et là on peut le faire. Mais les sondages classiques, à mon avis, ils sont trop loin de ce comportement réel. Bon, c'est la première fois que les sondages se trompent à ce point-là ou pas, Guy Hervier, aux États-Unis? En tout cas, au niveau national, c'est quand même étonnant, parce que en fait, on sait bien que c'est pas une élection, c'est 50 élections dans 50 États qui sont sous l'égide de chaque État. Sauf qu'on avait des sondages précis sur certains États clés. Certains comptés. Aux deux niveaux, au niveau national, ce qui est quand même étonnant, c'est si on regarde tous les grands sondeurs, alors je suis pas un spécialiste de sondage, mais je lis les chiffres, donc il y a le Net Silver, il y a le New York Times Siena, il y a le RCP Average, enfin il y en a plein, et ils ont toujours donné une légère avance qui fluctuait 49-47, 49-46, 49-48, à la fin elle était toujours un petit peu en avance. Kamala Harris au niveau national, donc ça c'est au niveau national, donc c'est quand même important. Et sauf que même ça c'est faux. Même ça c'est faux. Alors le résultat, c'est pour ça que là je suis un peu surpris, et c'est pour ça que j'étais un peu étonné de le résultat. Les chiffres sont pas tout à fait terminés, mais on est à 51,5, 47. Donc il y a un écart entre 4 et 5 points en faveur de Donald Trump. Mais c'est un record depuis longtemps pour un candidat républicain. Il y a eu 2004 qui était une année particulière suite à la guerre en Irak, donc il y a un ralliement autour de George Bush, et avant il faut remonter au père en 88 où effectivement il avait la majorité. George Bush donc père. Ça c'est premier élément national. Bon, je suis un peu surpris de cette erreur. Le deuxième point, c'est au niveau local. Alors effectivement, après, en fonction des États qui fait les sondages, etc. Moi, dans les 3 jours alors j'étais plutôt dans les 2 semaines qui précédaient, on sentait qu'il y avait le vent qui tournait plutôt côté républicain. Et dans les 3 derniers 4 jours, il y avait une espèce de ressac côté démocrate. Complètement contre-intuitif quand on sait ce qui s'est passé. Il y avait le fameux sondage de cette dame dans l'Iowa, le Des Moines Register, qui donnait 47-44. Et cette dame, elle a été interviewée partout. Évidemment... on va redonner un peu le contexte. Elle donnait une avance de 2 points à Kamala Harris dans cet État clé de l'Iowa. Dans cet État qui est un État fondamentalement républicain. À l'arrivée, Kamala Harris, elle est 14 points derrière Trump dans cet État. Ça, franchement, elle est... Il sort 12 sondages.
il sort de cette personne qui est soi-disant respectée dans le domaine des sondages, qui les fois précédentes ne s'était pas trop trompé. Et qui cette fois-ci cette fois-ci, c'est complètement, on va dire, vautré, si je puis dire. Donc la conclusion, c'est que cette élection était tellement particulière qu'il était peut-être difficile d'en sortir des chiffres. On a l'impression qu'un sondage, c'est un peu comme quand on prend la température, on est sûr du résultat. Mais en fait, non. Et ça arrivera de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va avancer un petit peu dans le débat sur Sud Radio. Quelles sont les leçons à retenir de cette élection? Nous aussi, journalistes, on expliquait, d'après les sondages, c'est une des élections les plus serrées des dernières années. La preuve que non, c'est un des triomphes les plus larges de l'histoire récente du Parti républicain. On va y revenir. Est-ce qu'il faudra aussi croire les sondages lorsqu'ils nous diront que tel candidat est autour de 5%? Est-ce que ça peut arriver en France, cette erreur-là? C'est ce qu'on verra avec vous. Quelles leçons retirer pour les politiques français? On va en parler dans un instant dans Sud Radio sans réserve. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Sud Radio sans réserve jusqu'à 14h. On revient sur le triomphe d'un homme qui, lui, n'est jamais sur la réserve. C'est Donald Trump. Quelles leçons retirer de son élection sur la scène politique française? On en débat avec nos deux invités, Guy Hervier et Jean-Christophe Gallien. Guy Hervier, auteur de ce livre, Si Napoléon s'était exilé en Amérique, c'est chez l'Harmattan. Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Revenons maintenant sur la scène politique française, parce qu'on a toujours besoin de retrouver le plancher des vaches en quelque sorte. On parle des démocrates et on parle des républicains. Si Donald Trump était français, concrètement, quel serait le parti qui serait globalement le plus proche de ses opinions et de sa politique? Tiens, Guy Hervier. Ah, eh oui, c'est pas facile. Alors on va l'appeler Donald Trump. Alors, ou Trump, ou comme vous voulez. Ce qui est clair, c'est que on peut le classer dans la catégorie des populistes, démagogues, autoritaires. Donc si on attribue ces trois qualificatifs-là au parti politique français, effectivement, on pourrait le mettre à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche. On pourrait le mettre sur les deux. Donc ça voudrait dire que il faudrait inclassable en quelque sorte. Comment? Sur la scène, sur la grille politique française, pour vous, bien inclassable. Une espèce. Et d'ailleurs, le parti républicain qu'on nomme toujours parti républicain n'a plus aucun rapport avec le parti républicain qu'on a connu il y a seulement 10-15 ans. C'était avant, c'était un État faible et des libre-échange, et maintenant on est des protectionnistes pour un État plutôt fort. Un État plutôt fort, voire autoritaire. Oui, autoritaire, interventionniste. Il est de droite ou pas, Donald Trump? Aujourd'hui, mais c'est la droite française qui s'en est. La droite et la droite de la droite française qui se sont réjouis de sa victoire. C'est important de le noter. Est-ce que ça veut dire qu'il est plutôt proche des idées du Rassemblement national? Ce qui m'intéresse, c'est évidemment ce qui a été déclaré, le projet 2025 qui raconte une histoire quand même qui est plutôt à droite malgré tout, et une droite interventionniste qui n'est pas tout à fait incompatible avec les idées de droite. La seule différence, c'est qu'on a quitté effectivement l'école de Chicago pure et dure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les Reaganomics, les marchés libres, ainsi de suite. Là, on veut contrôler le marché, on veut effectivement le marché, mais le nôtre, celui des Américains, mais aussi celui des autres. Attention, on n'a pas refusé l'idée que l'Amérique allait se projeter à travers le monde, ça c'est très clair. Donc, qui ça pourrait être? C'est compliqué parce qu'on n'a pas ni à droite ni à gauche des gens qui soient à ce point-là, si vous voulez, dans un attrape-tout. C'est quelqu'un quand même qui a déployé, même sur le plan sociétal cette fois-ci, quelque chose qui brouillait les pistes, qui était un peu, vous voyez, encore une fois, c'est un discours de campagne. Je voudrais bien voir ensuite ce qui va se dérouler en termes d'actes politiques. C'est ça qui va être intéressant. Il faut regarder ses amis aussi politiques du moment. C'est-à-dire, quelque part, quand on est connecté aux libertariens comme Musk, mais surtout Peter Thiel, quelqu'un qui est dans la coulisse, qu'on connaît pas très bien en France, quelqu'un qui a été un acteur majeur de la fondation, non pas des GAFA, mais de Facebook, évidemment, à partir de PayPal. Favorable à un État lui, il est à la fois, alors je vais vous dire, il est à la fois gay, mais il est à la fois contre un État très fort. Il est libertarien, fan d'Ayn Rand, qui est une philosophe importante de ce courant de pensée. Tout ça est un peu brouillon, si vous voulez. Après, on verra bien comment la synthèse va se faire en face du pouvoir et en face de l'action. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est plus même Trump de 2016. Il y a des fondamentaux qui sont restés, mais ça a beaucoup évolué, notamment sur cet interventionnisme très puissant. Et puis son entourage a changé aussi, c'est important de le noter. Revenons maintenant sur les démocrates et Kamala Harris. Est-ce que le Parti démocrate peut être comparé à la gauche française? Guy Hervier. Vous le connaissez bien, ce parti démocrate. Déjà, la gauche française, il y en a deux. On sait bien que les deux gauches irréconciliables. Ce qui vous laisse l'embarras du choix. Le problème, c'est que les démocrates essayent de mettre sous une même tente, comme ils disent, l'ensemble des différentes tendances. Donc, de ce point de vue-là, on est dans une situation un petit peu différente. Je dirais que pour ce qui est de la campagne qu'on a vécue, de ce point de vue-là, il y a eu un ralliement assez rapide derrière Kamala Harris.
avec des sujets évidemment très sensibles, le Moyen-Orient en particulier, qui lui a sans doute causé beaucoup de voix dans certains États comme le Michigan. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a adopté une position relativement médiane. On l'a classée de progressiste en 2019 lorsqu'elle a fait la campagne des primaires, où elle s'est quand même ça n'a pas très bien marché, ça a plutôt mal marché. Là, elle est revenue sur une position. Donc vous êtes en train de me dire qu'elle est centriste, quoi. Elle a adopté une position plus centriste pour cette élection-là. Ça, enfin, à mon avis, c'est comme ça. Elle était accusée par ses adversaires politiques de défendre, je cite, le wokisme. Est-ce que c'était le cas ou pas pour vous? Alors, elle avait peut-être une position un petit peu plus avancée sur ces terrains-là que Joe Biden, qui finalement, lui, est un politicien des années 70. Donc pour lui, le wokisme... Donc on parle de quel terrain? Mais je dirais que elle a eu elle-même, elle ne s'est pas présentée, elle n'a pas fait valoir à la fois le fait qu'elle était une femme, le fait qu'elle appartenait à une minorité, on ne sait pas selon Trump d'ailleurs laquelle, est-ce qu'elle était plutôt indienne ou est-ce qu'elle était plutôt noire, sachant qu'on s'en fiche en plus. Et donc elle a jamais mis en avant, et dans ses discours elle a essayé de mettre en avant la classe moyenne américaine. Malheureusement, je dirais qu'il y a le temps long et le temps court, et dans le temps long, les démocrates sont un peu victimes de leur politique identitaire d'il y a 15-20 ans. C'est-à-dire qu'en gros ils ont cultivé les communautés. Donc ils ont quelles communautés? Les Noirs, les Latinos, les Asiatiques, dont on ne parle pas beaucoup. Or, précisément, ces différentes communautés ont davantage voté Trump cette fois-ci qu'il y a 4 ans. Toutes. Précisément. C'est très important. Et même, on parle de communautés, là, on parlait tout à l'heure des femmes. Les femmes blanches ont voté à majorité pour Kamala Harris. Et revenons maintenant sur l'immigration, parce que Kamala Harris a beaucoup fait campagne sur l'immigration. Donald Trump a tiré à boulet rouge sur l'immigration, c'était son axe de campagne majeur. Il a été dans toutes les outrances par moment, quand il a dit, par exemple, les étrangers mangent des chats et des chiens. Ça a fait scandale dans certaines villes ou dans certaines rues de certaines villes du pays. Concrètement, quand il fustige l'immigration illégale, il fustige, on peut le penser, les latinos. Il se trouve que la catégorie d'électeurs qu'on qualifie de latinos aux États-Unis a nettement plus voté Trump qu'il y a 4 ans, Jean-Christophe Gallien. Oui, parce qu'on parle de 2 populations différentes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des latinos, vous avez des gens qui sont là depuis, et qui, pour certains, votent d'ailleurs, depuis par exemple moins de 5 ans, donc sont arrivés au moment où Donald Trump a perdu la précédente élection, et qui aujourd'hui sont installés à travail, sont dans le système américain, veulent appartenir à cette expérience, et puis quand ils voient d'autres arriver, maintenant ils réfléchissent pas de la même manière. Donc on est très concrètement là-dedans. Quand vous êtes quelqu'un, mais c'est assez classique dans tous les phénomènes de migration, la solidarité, si vous voulez, entre d'abord des pays qui sont très différents, des gens qui viennent pas du tout des mêmes pays. On dit les latino-américains, les hispaniques, vous vous rendez compte ce que c'est, comme si les Européens. Si vous allez aux États-Unis demain, vous dites un Italien, un Danois ou un Lituanien, ça n'a rien à voir en termes d'histoire et de profil. Donc en gros, on regarde les choses de manière trop macro, si vous voulez, et en plus sans tenir compte de l'expérience de vie. Oui, l'expérience de vie de quelqu'un qui vient d'arriver, qui commence à se réaliser, mais qui voit que son école, elle est en difficulté parce qu'il y a trop de jeunes gens qui arrivent, que l'hôpital public auquel il pouvait aller aujourd'hui, les files d'attente sont trop importantes. Avant, ça marchait bien. Donc lui, il raisonne comme un Américain, je dirais, qui est installé depuis un certain temps et qui voit que son pays est en difficulté par rapport à ses services publics, par rapport à d'autres acteurs, d'autres problématiques. Sauf que si je transposais ce qui s'est passé aux États-Unis en France, on pourrait se dire que c'est pas parce que la gauche française fait campagne en disant régularisons des sans-papiers que beaucoup de Français d'origine étrangère depuis 1, 2 ou 3 générations, mais qui sont français depuis un bon moment, vont pas se mettre à voter pour le Rassemblement national. Alors ça reste à démontrer dans la durée. Mais c'est par ce qui s'est exemple, passé pour aux le coup, on va États-Unis. voir exactement. C'est-à-dire que pour le coup, vous savez, la rotation et la vitesse, si vous voulez, de rotation sociologique aux États-Unis est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire le temps n'a pas exactement la même valeur. On n'est pas dans le même temps historique, on n'est même pas dans le même temps d'actualité. Donc on est dans des mouvements exactement. Donc dans ce pays ici, pour ce qui nous concerne à nous, il faudra voir effectivement comment les choses s'organisent dans la durée. Après, vous avez un facteur qui est un facteur en France très particulier, qui est notamment religieux et qui fédère largement une communauté ou d'autres communautés de manière beaucoup plus profonde, et alors qui que ce n'est ne pas un tient sujet pas aux du tout. États-Unis. Voilà, exactement. C'est très peu un sujet aux États-Unis, puisque pour le coup, le sujet religieux, il existe, parce qu'on voit bien que là aussi, il y a des comportements différents, et que les chrétiens, qui soient protestants surtout, évangélistes, mais un peu catholiques, ont voté largement pour Donald Trump, mais qu'on voit que les Israéliens, les Juifs plutôt, ont voté plutôt pour Kamala Harris, et que pour les autres groupes, ça dépend. Vous parliez du Michigan, à Dearborn, par exemple, une ville et un comté qui était très important, là, il y a la plus grosse communauté arabo
musulmane d'immigrés récents, américaine, et ben pour les coups, ils ont voté pour la candidate du Parti Vert, précisément, et pas du tout. Avec Trump en premier, ils ont boudé Kamala Harris. On va revenir à ça. Ils l'ont pas boudé, ils l'ont puni. Justement, on va en parler. Qu'est-ce que la position centriste de Kamala Harris sur le conflit israélo-palestinien lui a coûté comme voix? Est-ce que c'est vrai, comme certains l'ont dit en France un peu vite, que ça lui a coûté l'élection, ou est-ce que c'est beaucoup plus profond que ça? Et d'ailleurs, est-ce que ce conflit peut avoir des conséquences sur la scène politique française? Pour l'instant, on ne l'a pas mesuré. On va en parler dans un instant avec vous deux. Quelles leçons retenir de la victoire et du triomphe de Donald Trump? Sud Radio sans réserve, à tout de suite. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Jusqu'à 14h, quelles leçons retenir du triomphe de Donald Trump, celui qu'on n'avait pas forcément vu venir avec autant de vigueur, en tout cas dans les urnes aux États-Unis? On en parle avec Jean-Christophe Gallien et Guy Hervier. À l'instant, il y a quelques instants, on parlait des conséquences très concrètes sur l'échec de Kamala Harris du conflit à Gaza. Alors, on va poser la question sans réserve et sans détour. Est-ce que la position de Kamala Harris lui a coûté des voix? D'abord, c'était quoi la position de Kamala Harris sur le conflit israélo-palestinien? Guy Hervier. C'était une position qui se voulait équilibrée entre d'un côté permettre à Israël de défendre son territoire et de l'autre faire en sorte que les Palestiniens puissent avoir une destinée et un État et un terrain. Donc la solution des deux États prévalait toujours et donc elle a essayé de maintenir cet équilibre. Est-ce que ça lui a... Alors il y a eu le déferlement dans les universités américaines avec des mouvements des étudiants pro Gaza. Est-ce que ça lui a coûté les élections? Honnêtement, je dirais que ce sujet-là n'est pas un sujet majeur. Ça a pu lui coûter des voix dans certains États clés. On l'a cité tout à l'heure, le Michigan, où il y a une communauté arabo-musulmane qui est très importante, qui lui a pas pardonné, il y a eu des déclarations qui paradoxalement, a boudé et a puni Kamala Harris dans les urnes à cause de sa timidité face à Benjamin Netanyahou, permettant ainsi la victoire de Donald Trump, qui est 10 fois plus favorable à la politique de Benjamin Netanyahou. Exactement. Et là maintenant, donc les résultats sont là. Pour ce qui est des conséquences que l'arrivée de Donald Trump va avoir, il est clair qu'on va le voir très vite. C'est-à-dire que le Benjamin Netanyahou va se sentir les mains totalement libres de faire ce qu'il a envie de faire, même à partir de maintenant. Donc ça, on le saura très vite. Mais honnêtement, je dirais que pour répondre à la question que vous posiez précédemment, c'est pas le sujet. Elle a perdu les deux sujets majeurs. On les a cités tout à l'heure. C'est l'inflation. C'est pas l'économie d'ailleurs. C'est l'inflation. C'est-à-dire l'inflation quand vous allez faire vos courses. Et c'est ça quand vous allez faire vos courses, c'est quand vous allez mettre de l'essence dans votre voiture. Et c'est ça parce qu'on va faire ses courses tous les jours. On met de l'essence dans sa voiture tous les jours. Et donc ça a frappé les Américains. Même si l'inflation est revenue à un niveau relativement normal. Sauf que les prix ne sont pas revenus à la période d'avant Covid. Et c'est exactement la même chose qui se passe en France. C'est la même chose. Jean-Christophe Gallien, concrètement, ça veut dire que pareil, si on extrapole ce qui est passé aux États-Unis vers la France, Gaza n'aura pas beaucoup d'impact sur les élections. En revanche, l'inflation, oui. On voit bien sur les 20 dernières années, si vous voulez, à travers des pays comparables, des démocraties ou des vraies élections, que, hormis un cas très concret en France, par exemple, on a eu peu de gouvernements dans les systèmes parlementaires où les gouvernements est celui qui peut être, ou des présidents, en l'occurrence chez nous, les chefs d'État ou de gouvernement, qui ont pu regagner une élection, c'est-à-dire être réélus dans un contexte où il y avait des difficultés économiques, comme ça a été le cas aux États-Unis. Alors, quand je dis difficultés économiques, effectivement, une des grandes raisons pour laquelle Kamala Harris a perdu, c'est qu'ils n'ont pas réussi à valoriser leur réussite économique. C'est-à-dire que la réussite économique aux États-Unis, elle est vécue par la plupart des Américains. Ce qui n'a pas été défendu, c'est cet accès au prix dans une société où on consomme beaucoup. C'est pas une société où on thésaurise, où on épargne. C'est une société qui consomme. C'est pour ça que ce marché est aussi énorme et aussi intéressant pour des gens qui viennent de l'extérieur. Et ce poids de la consommation, finalement, est un enjeu majeur, effectivement, politique. C'est-à-dire que si vous allez vous avez besoin de vous conduire votre voiture, souvent qui est assez grosse, énergie fossile, ça a augmenté, même si elle est plus basse qu'en France. Après, le quotidien dans votre supermarché, oui, effectivement, il devenait de plus en plus cher. Pour se nourrir, c'est de plus en plus cher. Pour se loger, c'était de plus en plus cher pour ceux qui payaient des loyers. Et donc on est face à quelque chose qui était pour compliqué. Les Américains, des démocrates. Et oui, parce que c'est arrivé dans les 2 dernières années principalement. Et donc finalement, on juge là aussi à l'aune non pas d'un sondage, mais de quelque chose qui est une photographie immédiate et ce qu'on a vécu ces derniers temps. Et si vous cumulez ça avec effectivement cet enjeu migratoire qui a été
largement aussi impactant pour toutes les populations qui constituaient notamment une base, on le voit, ne serait-ce que par exemple tout ce qui constituait le bord, vous savez, de cette frontière avec le Mexique. Là, avant, ça votait démocrate. Aujourd'hui, mais ça a voté Trump largement. Donc on est sur des bases partout. Vous avez ces phénomènes-là. Et donc, le réel, si vous voulez, a été mal... mis en campagne par Kamala Harris et son équipe. C'est très important. Le réel n'a pas été mis en campagne. Les élections sont jouées sur l'immigration et sur l'inflation, deux sujets sur lesquels les démocrates n'ont pas fait campagne, Guy Hervier ? Si, ils ont fait campagne, mais effectivement, je reprendrai l'argument qui a été avancé, c'est qu'ils n'ont pas été capables de valoriser les résultats économiques de Joe Biden qui sont réels. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, si vous prenez la couverture du Nouvel Économiste, qui dit l'économie américaine, c'est l'envie du monde. Sauf qu'il y a un décalage entre, je dirais, les indicateurs macroéconomiques au niveau général d'un pays et la situation des individus. Et ça, il y a un décalage qui est complet. Les individus se sont sentis pendant les 2-3 dernières années sous la montée des prix qui était réelle, la montée des prix à la consommation, et finalement qu'on vous dise que la croissance est à 3%, qu'on vous dise que les investissements, que la loi IRA, la loi sur l'infrastructure va permettre de développer tout un tas d'investissements locaux. Ça, d'abord, ça prend beaucoup de temps et vous le percevez pas. La hausse des prix, c'est au mois le mois. Donc il y a eu un décalage entre le temps long et le temps court. Mais ce qui est aussi un peu surprenant, c'est que quand on interroge les Américains, si on leur demande si leur situation personnelle est plutôt bonne, ils ont tendance à vous répondre que ça va plutôt pas mal. Mais quand on leur demande est-ce que la situation du pays est bonne, alors là ils vous répondent pas du tout. Et ça, je pense qu'il y a eu du côté démocrate, il y a eu une incapacité à bien présenter les résultats. De l'autre côté, Donald Trump dans cet exercice-là, il est très bon. Depuis qu'il est depuis 4 ans et depuis 2 ans qu'il a déclaré qu'il serait candidat, il n'a pas arrêté de taper sur l'inflation et sur la politique économique de Joe Biden. Mais plus généralement, parlons de l'autre aspect. L'économie américaine était au-dessous de tout. Et quand vous répétez ça 1000 fois, finalement, vous finissez par le croire. Alors parlons de l'autre aspect quand même, parce que Donald Trump a fait campagne sur l'immigration. Quelle était la position des démocrates sur l'immigration ? Moi, j'ai reçu à plusieurs reprises des représentants du Parti démocrate, les Democrats Overseas en France, qui accusaient Donald Trump, je cite l'un de leurs porte-parole, de carrément vouloir déporter des Américains en camp de concentration. Alors, ils faisaient allusion de manière un peu outrancière au centre de rétention administrative, ou du moins de leurs équivalents aux États-Unis. Concrètement, c'était quoi la campagne des démocrates sur l'immigration ? En fait, je dirais que pendant les 2 premières années, il s'est pas passé grand-chose. Je suppose que d'autres sujets ont été plus impactants et plus préoccupants. Donc, c'est vrai que il y a eu la période du Covid qui avait traité ce problème, qu'il avait réglé, parce que finalement, tous les Hispaniques n'avaient pas envie de venir aux États-Unis. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Donald Trump est arrivé faire campagne en disant ils arrivent partout, ils mangent des chiens et des chats. Qu'ont répondu les démocrates ? Ils n'ont pas répondu grand-chose. Ils ont répondu que Joe Biden a signé un décret avant les vacances pour stopper le phénomène, qui a été relativement efficace. Si on regarde les chiffres qui sont arrivés à peu près juillet et août, on est revenu à un niveau qui était relativement proche de ce qui existait du temps de Donald Trump. Donc ils ont dit il n'y en a pas plus qu'avant. Non, il y a eu ça, et puis il y a eu surtout un gros projet de loi qui lui était bipartisan, qui a été porté par Jim Lansing, qui est un sénateur républicain pur et dur. Un projet de loi qui a été présenté comme un des plus sévères qui n'ait jamais été présenté, y compris par les républicains. Et ce projet de loi, il a été quasiment invalidé. Enfin, en tout cas, Trump a fait tout pour qu'il ne puisse pas passer. Donc, c'est l'argument qui a été avancé par les républicains, de dire on avait un projet de loi qui permettait de apporter des solutions, peut-être pas de régler le problème, d'apporter des solutions. Ça, c'était le concret, mais ils n'ont pas fait campagne dessus, les démocrates. Sur l'immigration, ils n'ont pas fait campagne, à part pour dire que Donald Trump était raciste. Oui, non, c'est sûr. Ils se sont jamais vantés d'avoir mené une politique de restriction de l'immigration illégale. Non, pourquoi ?
alors même que c'était dans les préoccupations manifestement d'une bonne partie de l'électorat. Pourquoi ne se sont-ils pas vantés? Pourquoi n'ont-ils pas fait campagne sur le fait de vouloir endiguer l'immigration illégale? Je suppose que leur position, c'était de présenter... en fait, si vous voulez, c'est d'un côté les démocrates, sur ce sujet-là comme sur d'autres. Ils ont peut-être parfois des discours qui sont un peu trop compliqués. Du côté républicain, pour Donald Trump, c'était simple, il fallait faire un mur et arrêter que les... Donc ça, tout le monde le comprend parfaitement. Les démocrates voulaient une politique globale pour régler le problème de l'immigration, le problème d'accès à la citoyenneté. Donc c'était beaucoup plus complexe. C'était inaudible. Pardon ? Pour vous, c'était inaudible. C'était très compliqué à expliquer. Jean-Christophe Gallien ? Ça dénote plus largement de la tonalité de la campagne de Kamala Harris, qui était avant tout, je parlais d'abord d'une difficulté d'expliquer le réel et de trouver une solution concrète, vous l'avez dit. Elle a fait une campagne de l'émotionnel et ils ont choisi très vite, parce qu'elle avait manqué de temps, parce que c'était difficile, que ses propres fondations, elles, sont complexes, c'est-à-dire qu'elle venait d'une toute autre version du Parti démocrate, et elle est devenue l'alliée objective elle était vice-présidente, donc c'était une sortante, si vous voulez, elle ne pouvait pas se défaire finalement de la gestion qui avait été faite. Donc déjà ça crée du flou, et donc on est parti dans l'émotionnel, c'est-à-dire la dictature, l'extrême, l'extrémiste, ainsi de suite, tout ce qui concernait Donald Trump, et quand on parle de son adversaire, on parle pas de soi-même. Et ils ont passé beaucoup de temps à parler des adversaires, et pas d'eux-mêmes, et pas de leur gestion, et pas de leur réussite d'abord, et ensuite oublier que oui, sur le terrain, l'immigration c'était très concret, même pour les derniers arrivants, c'est-à-dire oui, c'est vrai que pendant 2 ans il s'est rien passé, qu'ensuite il y a eu des choses, mais les 2 années où il s'est rien passé, finalement du monde est arrivé, et c'est là qu'est arrivée cette vague qui a proposé d'ailleurs des difficultés aussi aux élections locales pour les démocrates. C'est pas simplement au niveau fédéral et au niveau étatique. On a des réalités. Oui, c'est votre école qui marche moins bien. Oui, c'est votre hôpital qui marche moins bien. Oui, c'est le fait qu'il y a des problèmes de sécurité, que quelque part il y a des distributions de drogue différentes. Voilà, on est dans un mélange de tout, mais c'est une réalité concrète qui n'a pas été décrite et supportée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler seulement de l'adversaire, on ne peut pas parler que de l'émotion. Une élection, même si ça dure que 3 mois, ça doit parler du réel, du concret. Et le réel, pour vous, Donald Trump, il l'a senti. Donald Trump, il était de fait dans une situation de challenger, c'est très différent. Alors c'est challenger réellement, mais il avait aussi, et c'est très important, quand il aimait sur l'économie par exemple, il a eu 4 ans de mandat auparavant, on l'a oublié, 4 ans de mandat dans lequel aussi les choses se sont bien passées. Donc le présupposé de la compétence, si vous voulez, et ça c'est très important par rapport à Kamala Harris, il était du côté de Donald Trump, la compétence, oui, vue par les gens. Réel, est-ce que Donald Trump a senti le pays contrairement à Kamala Harris? C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand vous émettez en étant compétent et que vous parlez du réel, on vous écoute davantage que quand on vous considère pas compétent et qu'en plus vous parlez de l'émotionnel et pas du réel. Donc il a parlé du réel pour vous. En tout cas, on va y revenir dans un instant justement, les différences entre les deux. Est-ce que Donald Trump était plus réaliste finalement que Kamala Harris? Est-ce qu'il a mieux senti son pays? On va voir aussi, on va donner la parole à Yves qui nous appelle, je crois, depuis Toulouse au 0826 300 300. Ce sera dans un instant. À tout de suite. Sud Radio sans réserve, Jean-Marie Bordry. Sud Radio sans réserve, comment expliquer la victoire, le triomphe plutôt que dis-je, de Donald Trump, et comment d'ailleurs retenir les leçons de ce triomphe sur la France? On en parle avec Guy Hervier et Jean-Christophe Gallien, nos 2 invités, ainsi que ceux qui nous écoutent. Tiens, 0826 300 300, on file dans un endroit magnifique, vraiment. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue, je suis désolé, j'ai dit que vous étiez de Toulouse, alors pas du tout, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées. Pas tout à fait Toulouse, j'ai vécu à Toulouse, mais maintenant c'est Sombrin. Vous êtes à Sombrin, j'ai regardé, figurez-vous, pendant la pause, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, c'est magnifique, donc vraiment, merci de nous donner cette petite escapade. Vous voulez revenir sur les termes qui ont été employés, c'est intéressant Yves, ce que vous dites. On parlait de la caricature qui parfois a pu être faite assez souvent dans les médias de Donald Trump. Alors c'est vrai, au début, notre invité qui nous écoute et qui est toujours avec nous, Guy Hervier, qualifiait Donald Trump de populiste et de démagogue. Vous, ce terme, ça vous a pas plu? C'est ce que vous avez dit, Guy Hervier, on est d'accord? Et j'ai dit autoritaire. Et autoritaire. 3 qualifications très précises que vous maintenez. Vous, ça vous a pas plu, mon cher Yves? Expliquez-nous. Écoutez, c'est pas une question de savoir si ça m'a plu ou pas. Simplement, ce que je voudrais dire maintenant, c'est que les premiers mots dans un débat sont importants parce qu'ils donnent le ton. Quand j'entends ces 3 mots qui ont été prononcés, populiste, démagogue, autoritaire, d'entrée de jeu sur un plateau, je me dis, pour le débat, c'est mal parti, ça tire vers le bas. Alors c'est tout, mais excusez-moi, ce n'est pas du tout pour déjuger le débat qui est en cours que je dis ça. Non, mais vous avez d'abord tout le monde a la parole sur Sud Radio, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous la donne et qu'on est ravis de vous la donner, mon cher Yves. Merci. Concrètement, vous l'auriez qualifié comment, Donald Trump, de votre point de vue? Oh, écoutez,
sais pas si j'ai envie de rentrer là-dedans. Mais Moi, de votre regard des électeurs français, tout aussi déboussolés que nous, peut-être, quand ils regardent cet étrange pays qui nous ressemble qu'à moitié, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Écoutez, j'ai vécu aux États-Unis quand j'étais adolescent, donc je garde quand même un souvenir émotionnel fort et positif des États-Unis. Alors, de là à dire que j'idéalise les États-Unis, non. De là à dire que j'idéalise le Donald Trump, non. De là à dire que j'idéalise l'autre parti, non, bien entendu. Hein. Et s'il y a une préférence à donner, dans la donne géopolitique actuelle, dans la mutation de société que nous vivons, c'est quand même que la donne est en train de changer, et ça, de mon point de vue, c'est très positif. Eh bien, en tout cas, on en parle avec vous. Vous le rapprocheriez de quel politique français Donald Trump? C'était la question que j'avais posée aussi à nos invités. Si tant est qu'il y en ait qui lui ressemblent plus que d'autres. J'ai pas trop envie de répondre. C'est pas grave. J'ai pas trop envie de répondre. Ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est qu'effectivement tous les partis, tout le monde, hein, les partis politiques, la presse, bien sûr, mainstream, presse alternative, etc., se saisissent sérieusement de cette question. Et je pense qu'il y a du travail intéressant à faire autour de cette question-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Eh bien, écoutez, vous l'aurez dit sur Sud Radio. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Et vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Vous tous qui nous écoutez, profitez de son brin. Je le redis, c'est magnifique. Je vous conseille de regarder si vous cherchez à changer de vie, les amis. C'est absolument magnifique. On est toujours avec Guy Hervier, Jean-Christophe Gallien. Bon, il a été souvent, c'est vrai, caricaturé, je l'ai dit, même par certains intervenants, parfois démocrates, qui disaient qu'il voulait déporter, c'est ce qui a été dit sur Sud Radio par un démocrate, déporter des Américains dans des camps de concentration. Il parlait de la politique anti-migratoire. Est-ce que vous considérez que ces termes, vous comprenez Yves quand il vous dit qu'il a l'impression qu'on tire le débat vers le bas en disant qu'il est autoritaire, démagogue et populiste, ou vous maintenez ces termes, Guy Hervier? Moi, honnêtement, je maintiens ces termes. J'ai écouté quand même un certain nombre de discours qu'il a fait à l'occasion de ces meetings. Et honnêtement, j'aimerais bien demander à Yves s'il les a lui-même écoutés. Mais je pense que quand on voit le contenu de ce qu'il peut raconter, ça donne une idée quand même assez précise de qui il est. D'autant que sa trajectoire est connue. Il vient il vient d'une petite PME, d'une PME familiale dans laquelle il n'y avait aucun contre-pouvoir, et il arrive à la présidence des États-Unis où en gros il va gouverner quasiment comme il gouvernait les États-Unis, sa PME précédente. Autoritaire veut pas nécessairement dire dictateur. Il gérait sa PME de la même manière. Et donc autant dans la première administration il y avait pour le coup des contre-pouvoirs, il y avait aussi ce qu'on appelait les adultes dans la pièce, qui ont mis des garde-fous pour l'empêcher de faire un certain nombre de choses. La Chambre n'a pas été tout le temps de son côté. Là, en 2024, en 2025... Globalement, ils sont tous d'accord avec lui. Démocratiquement, pour le coup, il a obtenu tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Effectivement. Bon, vous ne l'aimez pas, Donald Trump, mais vous l'avez toujours dit. D'ailleurs, vous en êtes jamais caché, Guy Hervier. C'est aussi pour ça que c'est important de le préciser. Peu importe si je l'aime ou je l'aime pas. Non, mais c'est pas la réalité, c'est pas le sujet. Et de toute façon, on est là pour en débattre. Jean-Christophe Gallien, est-ce qu'on a caricaturé trop souvent Donald Trump en France ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est que il y avait... Moi, ce qui me gênait beaucoup, c'était le côté, on est le 51e État. C'est-à-dire que forcément, dans cette espèce d'agressivité liée au premier mandat, si vous voulez, premier mandat, il y a d'abord une espèce de fascination, parce que c'est une marque politique. Une des rares marques politiques, et d'ailleurs c'était son obsession au départ, dans le premier mandat, il voulait devenir une marque géopolitique. C'était important pour lui, parce que dans cette espèce de trajectoire, c'est quelqu'un qui résonne de cette manière, il résonne en tant que marque. Lui, c'est du branding qu'il fait, et après de la gouvernance, on verra ce que ça donne derrière. Alors la différence cette fois-ci, c'est qu'on peut avoir tout ce qu'on veut comme idée, c'est-à-dire qu'on peut les regarder, même le RN, parliez du RN tout à l'heure, mais je les ai trouvés très faibles dans la capacité de comprendre ce qui allait se passer aux États-Unis. Quand on est Marine Le Pen et qu'on dit à toutes ces troupes ne dites rien pendant cette période, c'est qu'on n'est pas certain, on n'a pas compris le momentum. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Or pour eux, comme pour d'autres leaders européens qui sont plutôt dans cette zone dite populiste, dite extrême ou en tout cas à droite, je veux dire Mélanie, elle s'est pas privée, Orban s'est pas privé, d'autres leaders le soutien en Autriche, à Trump était plus timide en France qu'ailleurs. Elle n'a pas compris ce truc-là. Je pense qu'elle d'ailleurs Trump, alors pour le coup, c'est un businessman.
les analyses sont très vite faites, très rapides, et je pense qu'elle bénéficiera pas. On n'aura pas un prisme favorable. Donc, ce qui veut dire que pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir à quel point, pour ce qui a été dit, victoire présidentielle, victoire parlementaire, victoire au sein du parti, on l'a dit, Cour suprême qui est très favorable, au nombre de gouverneurs très important dans beaucoup d'États, avec une cartographie, je le redis, qui est rouge, rouge, rouge partout. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un point de centralité. C'est lui le point de centralité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est presque un point d'équilibre politique, évidemment interne aux États-Unis, mais aussi géopolitique aujourd'hui, avec cette puissance. Quand dans une élection, on remporte tellement de victoires, si vous voulez, on a, en sociologie politique, ça a été démontré il y a déjà fort de nombreuses années, on a comme une espèce d'armement institutionnel, si vous voulez, politique, pour un certain temps. On a les mains libres au moins pour 2 ans. Oui, pour aller faire les choses. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté dont il va avoir bénéficié, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? Aujourd'hui, on sait que dans la répartition des rôles, on a un Trump qui veut plus s'occuper des affaires courantes. Ça, c'est très clair. Il veut pas rentrer dans le détail du fonctionnement de l'exécutif. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il fait de l'international? Est-ce qu'il fait les grands thèmes ou pas? Vance qui va faire l'exécutif. On a déjà des gens qui se répartissent le problème. Est-ce que Musk, ce qui est pas un truc totalement j'allais y venir pour terminer le débat, si vous voulez, s'il devient ministre, en tout cas ce qu'on appelle pas ministre aux États-Unis, mais qui vient quelque chose là-dessus, on est dans un changement qui n'est pas une révolution, mais quelque chose qui va évoluer très largement et qui pose des questions pour nous en tant qu'Européens, Français, plus que Français et Européens, Chinois, Russes et ainsi de suite autour. Je veux qu'on termine par parler d'Elon Musk, le patron de Tesla, le patron de Twitter. Lorsque la victoire de Donald Trump s'est confirmée, il a tweeté, je le cite, « You are the media now ». Il parlait à ses followers, ses abonnés, et en d'autres termes, il expliquait que les réseaux sociaux, dont le sien, allaient remplacer définitivement les médias, supposément pour lui, hostiles à Donald Trump. Concrètement, quel rôle il va jouer pour vous et quel rôle il peut jouer pour vous dans une présidence Trump? Rapidement, Guy Hervier. Il va jouer un rôle essentiel. On l'a même déjà presque présenté comme le véritable vice-président. Et en plus, il a des moyens absolument considérables. Mais si je peux faire une petite incise, je dirais que pour revenir à ce qu'on disait précédemment, qu'on aime Trump ou pas, maintenant il va falloir, nous en tant que Français et Européens, il va falloir se défendre contre lui. Et quand on regarde les titres de tous les journaux, en gros, il y a une prise de conscience qu'on aurait dû avoir il y a quelques années, parce que même si on aime Trump, je peux vous dire qu'on va souffrir. Donc la question c'est, est-ce que la France peut répondre seule? À mon avis, elle ne le peut pas. Il faut qu'il y ait une réponse européenne. S'il n'y a pas cette réponse européenne, qui va être très difficile, parce qu'on est dans une période où on a d'un côté l'Allemagne qui est dans une situation économique politique et les voitures allemandes seront lourdement taxées. Le commerce, les exportations allemandes sont quand même battent de l'aile à la fois aux États-Unis. Mais le vin, je dirais que c'est, je veux pas dire que c'est un détail, mais c'est pour les, il y a beaucoup de viticulteurs qui vous écoutent sur Sud Radio. Non, j'entends bien, mais regardons à mon avis, le numérique, c'est dans le domaine des technologies avancées où il va falloir se défendre. Et donc, il va falloir que l'Europe reste unie et décide enfin d'avoir une véritable politique industrielle, ce qu'elle n'a pas eu depuis le début. Ce qu'elle n'a pas fait il y a 8 ans, quand Donald Trump était déjà président de la République américaine, le président de la République américaine, on va le dire comme ça, c'est joliment dit. Jean-Christophe Gallier, en un mot, je veux qu'on termine sur Elon Musk, parce que ça a été quand même un acteur central de cette campagne, un fervent soutien de Donald Trump, et quel rôle il peut jouer? D'abord, il va en profiter, comme il a déjà profité sous la présidence de Biden et avant, pour ses propres contrats publics liés notamment à ce qu'il devient, c'est-à-dire un missionnaire de l'espace, à la fois pour envoyer des gens dans l'espace, mais aussi pour faire des constellations satellitaires. Il n'est pas le seul. Il y aura lui, il y aura Bezos. Tout ça est en cours. Je vous le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ce monde technologique, très largement dominé par Peter Thiel et ses organismes libertariens, vont se rallier à Donald Trump. Pas très lointain. Et ça veut dire ça, c'est un point essentiel parce que c'est un enjeu qui concerne un média comme Sud Radio aussi aujourd'hui. Et dans le prolongement européen, c'est important. On a vu se transformer réellement la réalité de la sphère d'influence médiatique autour de cette élection. Et c'était le cas auparavant, même en 2016 et en 2020, mais cette fois-ci, ça a basculé complètement. Le hors-média classique, le hors-média traditionnel a dominé très largement la fabrication dite de l'opinion, en tout cas de l'influence et de la conversation, sans parler de la fabrication de l'opinion. Les réseaux sociaux ont devancé. Et d'autres médias. Les réseaux sociaux ont remplacé les médias. Vous avez droit à un mot, mais pas plus. Je vais dire. Si on regarde Bezos qui a racheté le Washington Post il y a 10 ans pour 250 millions de dollars. C'était déjà précurseur. Non, c'était pas précurseur. En gros, ça sert absolument à rien. Au contraire. Elon Musk a dépensé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, qu'il a appelé X, et c'est ça son véritable pouvoir aujourd'hui. Il s'en est servi pendant les élections. Et il est rentré dans la bonne campagne. Et on en reparlera. Effectivement, il a embarqué dans le bon bateau, en tout cas. Merci à vous, Guy Hervier. Je rappelle votre livre. Et si Napoléon s'était exilé en Amérique, c'est publié
publié chez l'Harmattan. Merci à vous Jean-Christophe Gallien, communicant et politologue, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Allez, après le remariage entre l'Amérique et Trump, on va parler du divorce. Ce sera chez Brigitte Lahaye juste après les infos. Bonne journée à vous. Sud Radio.